Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 7 au 13 octobre 2019. Un numéro que nous entamons avec les échos de l'Assemblée nationale. À cet effet, loi de finances 2020, Issoufou Mahamadou se taille à nouveau la part du lion à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui Mahamadou Issoufou n'a sans doute jamais mérité et justifié son surnom de Zaki de lion que dans la répartition du budget de l'État. Il se taille une part de lion alors qu'il n'a aucune responsabilité devant l'Assemblée nationale. Avec 139 milliards 597 millions 187 francs CFA, Mahamadou Issoufou s'octroie le jackpot selon le journal qui nous apprend davantage qu'avec 60 milliards 157 millions 97 778 francs CFA, le cabinet du Premier ministre qui pilote et coordonne l'action gouvernementale fait pratiquement piètre figure. Quant à l'Assemblée nationale, elle bénéficie de 18 milliards de francs CFA. En se tapant ainsi 139 milliards 597 millions de francs CFA sans rien faire et sans avoir à s'expliquer devant le Parlement, Mahamadou Issoufou viole délibérément une disposition constitutionnelle qui établit clairement les responsabilités entre les institutions de la République selon Le Monde d'aujourd'hui. Révélation, les dessous du montage financier du pipeline Niger-Bénin, un fossé de 615 milliards inexpliqué, titre à la une de sa parution en date du 9 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle qu'en donnant le top départ des travaux du pipeline ce 17 septembre 2019 à Koulélé Difa, le chef de l'État a laissé entendre à propos du coût qu'il s'agit d'un montant historique parce que c'est le projet le plus grand de l'histoire du Niger depuis l'indépendance, avec un investissement de près de 4 milliards de dollars US entre 2019 et 2021. Une phrase reprise sur le site officiel de la présidence de la République. Sauf qu'à Africa Energy Intelligence, AEI, émet un autre son de cloche, pour ainsi dire. En effet, à en croire ce journal qui se base sur des documents internes de la CNPC, le coût global est désormais de 2,71 milliards de dollars, dont 1,8 milliard sur la partie nigérienne et 970,5 millions de dollars US sur le trajet du Bénin. Comprenez par là le montant total des investissements prévus jusqu'à l'exportation du premier baril en janvier 2022. Selon AIE, ce coût est mentionné noir sur blanc dans la décision finale d'investissement de la CNPC, nous apprend le journal qui renchérit qu'en clair, la différence entre les chiffres avancés par le président de la République et ceux fournis par AEI est d'à peu près 1,29 milliard de dollars US. Ça fait un sacré fossé tout de même, pas moins de 615 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui explique ce gap pour le mot monumental ? Pour quelles raisons les montants communiqués par le président Issoufou Mahamadou ne concordent-ils pas avec ceux de la CNPC ? Mystère, mystère. Le peuple est dans le flou le plus épais. Et ce n'est pas tout, selon l'enquêteur. Alternance, passer le pouvoir à un autre, est-ce forcément un signe de vitalité d'une démocratie ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire L'Actualité. Pour qui, sans doute non, car la démocratie reste un ensemble de valeurs auxquelles il faut donner sens et contenu pour faire croire qu'il y a une démocratie dans un pays, promouvoir la contradiction et la justice, renforcer l'état de droit, cultiver le sens de la responsabilité et de la redevabilité, protéger les libertés, entre autres. Dans quelle démocratie avait-on eu besoin de pousser à l'exil le chef de file de l'opposition qui est le symbole d'une institution qui donne sens, force et légitimité à la démocratie ? S'interroge le journal qui poursuit. Les Nigériens doivent être vigilants. On veut réduire la démocratie à un simple changement de direction à la tête de l'État pour faire croire que la démocratie marcherait bien dans le pays. C'est au peuple qu'il revient de décider de l'alternance qui ne saurait se décréter, ainsi que le système veut le faire en imposant une élection et ses règles, un homme et son sérail. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'élever ou jamais, s'exclame en conclusion L'Actualité. Issoufou sur le point d'interdire l'importation du riz, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'avec l'échec de sa politique agricole et de son programme 3N, le gouvernement nigérien dans son tâtonnement s'oriente vers les aménagements hydro-agricoles. Une politique agricole conçue par le général Séni Kounché dans sa recherche de garantir aux Nigériens l'autosuffisance alimentaire. Mais selon le journal, les amateurs arrivés au pouvoir, ce sont les contre-valeurs, le détournement des vivres, le détournement de l'argent destiné à l'achat d'intrants agricoles et l'abandon de l'INRAN au profit d'une politique nouvelle vide de contenu réel, pompeusement appelée Initiative 3N. Après avoir navigué à vue pendant plus de 8 ans, ces dirigeants amateurs reviennent aujourd'hui à la raison pour admettre et adopter la politique agricole du fait général Séni Kounché, à savoir la revalorisation des produits locaux. Machinga, conclut Le Courrier. Affaire diabétique du permis biométrique, cette épine que le président de la République doit enlever de son pied, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que finalement le procureur de la République ouvre une information judiciaire
et plusieurs fonctionnaires du ministère des Transports sont placés sous mandat d'arrêt à la prison civile de Niamey. Seulement, voilà, l'on n'a pas besoin de lunettes pour mieux voir et comprendre. Le permis biométrique imprimé par Haroun Printing est devenu une épine au pied du gouvernement car la majorité des Nigériens n'est pas favorable à ce permis qui fâche pour des raisons diverses selon l'hebdomadaire qui souligne. Alors, connaissant la fidélité et parfois le laxisme du président de la République avec ses compagnons de lutte de première heure, beaucoup se demandent si le chef de l'État face à ce scandale va se ranger ou pas du côté du peuple qu'il a élu et réélu à défaut d'être derrière le ministre des Transports, visiblement un coutumier de scandale pour suivre allègrement son permis biométrique. La question vaut son pesant d'or, surtout quand on sait que la dame Sadio menacerait de livrer des secrets d'État et qui dit par ailleurs que ce marché de permis biométrique n'est que sa récompense pour service rendu au régime de la 7e République. Même si Dame Sadio Karidjo a pu se soustraire en France nuitamment et son fils Daouda, le directeur général adjoint de Haroun Printing, a été entendu par la gendarmerie et que par la suite des fonctionnaires de l'État sont écroués à la prison civile de Niamey, les Nigériens attendent le coup de sifflet final du président de la République, chef de l'État sur cette affaire diabétique, conclut le nouveau républicain. Lutte contre la corruption, Gousmanator 1 en projection, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend ironiquement, pas seulement sur les écrans du cinéma nigérien, mais même à l'extérieur. Au pays de Foreyadema, par exemple, Gousmanator 1 fait beaucoup parler la presse en illustre la une du quotidien privé togolais Liberté. À peine a-t-il commencé à faire parler de lui que le président de la Halcia commence à bien vendre le Niger à l'extérieur. Cette nouvelle recette est-elle prise en compte dans le projet de loi des finances 2020, se demande avec ironie le satirique, qui poursuit la lutte contre la corruption dans toute sa rigueur. C'est cela qui manquait à la gouvernance Zaki pour en faire la meilleure du Niger de l'indépendance en nos jours. Pour cette fois, nous sommes servis. Si bien évidemment, on laisse Guzman dans le rôle principal de Gousmanator selon le Hérisson. Délocalisation des camps militaires de Niamey, quelles sont les véritables motivations? Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion qui nous apprend que l'idée principale citée par le communiqué du Conseil des ministres expliquant les raisons de l'éviction des militaires de Niamey n'est en réalité qu'une partie de l'arbre qui cache la forêt. En effet, restons dans notre bon sens pour scruter la vigilance avec laquelle ce régime veille sur sa propre survie. Le souci étant de conserver le pouvoir, quoi qu'il advienne, sans laisser de faille à des intrus pour profiter et remettre en cause les acquis démocratiques. Les premiers initiateurs, en concevant ce projet, avaient sans doute pour seul objectif le souci de prévenir tout ce qui, par la force, pouvait changer l'ordre constitutionnel préétabli. Les réflexions avaient commencé au moment fort du Tazartier. Quand le CSRD est arrivé au pouvoir pour assumer la transition, il commença à poser les jalons qui délocalisent les camps selon le journal qui poursuit. Alors maintenant qu'un régime démocratique est en place, il est évident qu'il tire le projet des tiroirs pour sa mise en œuvre. La garde présidentielle se verra ainsi avec des marges de manœuvre, avec un contrôle certain sur toutes les portes d'accès de la ville de Niamey. Ce projet a eu la chance de coïncider avec le contexte sécuritaire qui prévaut d'après l'éclosion. Dénonciation du MNSD Nasra sur le processus électoral 2020-2021, Seyni Oumarou sur les traces d'Ibrahim Yacoubou, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, si aujourd'hui l'APR n'a plus le courage de reconnaître que le code électoral reste le nœud gordien qui complique la crise nigérienne car gérant tout le processus de bout en bout et posant sournoisement les jalons de la fraude en perspective qui commence par l'inéligibilité grotesque de candidats craints, il reste que les conditions du choix des hommes qui animent la CENI, tout comme sa composition et sa configuration, sont aujourd'hui des facteurs qui divisent, ne pouvant permettre d'avoir des élections crédibles, inclusives et honnêtes dans lesquelles le peuple souverain, seul arbitre, départagera les protagonistes. De quel droit donc le PNDS peut-il décider de qui a le droit de se présenter à des élections? Le problème est donc plus profond que ne le pense le MNSD qui oublie qu'on défend un idéal, des principes, non un homme ni un camp selon le journal qui renchérit. Le MPN Kishinkasa n'a aucun intérêt personnel à dénoncer le code électoral car n'ayant aucune attache personnelle avec Hama Amadou que le régime vise par sa loi taillée sur mesure et on sait pourquoi, mais en le faisant, ce parti a conscience de défendre l'égalité dans la République mais aussi une éthique des principes qui sous-entendent l'état de droit et la démocratie selon le Canard en furie. Crise des partis politiques, la difficile réconciliation au sein du MODEM FA a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui constate qu'autant d'obstacles à surmonter pour le déclenchement d'une réconciliation qui s'annonce difficile. Les premières tentatives ne sont guère encourageantes, si surtout dans les milieux proches du MODEM FA Lumana. La guerre entre la légalité et la légitimité a surgi à nouveau et plombe toute tentative de rapprochement en vue de la reprise du congrès du parti afin de se conformer au texte du parti. Les espoirs sont minces
Et rien ne laisse présager une sortie de crise heureuse dans les meilleurs délais, conclut la roue de l'histoire. Égalité des chances des candidats au second tour de la présidentielle, la leçon de morale politique à Issoufou, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, qui cite « Nous avons décidé de ne pas faire campagne pour le second tour de la présidentielle afin d'éviter l'ambiguïté liée à la question de l'absence de l'égalité des chances. » C'est ce qu'a indiqué pour un souci d'égalité entre lui et son challenger Nabil Karawi, incarcéré pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment, l'universitaire Kais Saïd, arrivé en tête de la présidentielle tunisienne. Cette posture du juriste indépendant qui a refusé de battre campagne pour des considérations morales afin d'éviter toute équivoque concernant l'égalité de chances entre les candidats n'était pas celle adoptée par le président Issoufou Mahamadou lors de la présidentielle de 2016 au Niger. Au moment où il battait campagne avec des moyens colossaux et sulfurés acquis lors de son premier mandat, son rival Hamamadou lui suivait cette campagne du fond de sa prison, nous rappelle le journal qui poursuit. Aux dernières nouvelles, l'on apprend que le candidat incarcéré Nabil Karawi a été mis en liberté afin qu'il puisse battre campagne pour le second tour de la présidentielle tunisienne. Cette libération est à mettre à l'actif de son challenger Kais Saïd, conclut l'événement. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.